Ma belle-mère a poussé un cri aigu. Elle a seulement trompé parce que tu es pathétique. Elle méritait un vrai homme, ai-je répondu. Ça a du sens, puis j'ai révélé que sa fille parfaite couchait avec son propre mari. Mon ex-femme a commencé à hurler que je détruisais la famille par rancune. Et tout le monde, avant qu'on ne commence la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous offrir du contenu génial. Votre soutien signifie énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo qui a capturé ma femme en train de tromper avec son beau-père. Il pensait que j'étais trop stupide pour le découvrir, pendant qu'il dépensait mon argent et riait dans mon dos. J'ai détruit toute leur vie, et ils ont fini sans abri, m'implorant de l'aide. Accrochez-vous Reddit, ça va être long, mais je vous promets que ça vaut la lecture. Ce qui m'est arrivé ces derniers mois est tellement fou que j'essaie encore de tout digérer. Ça implique de la tromperie, de la fraude financière, de la trahison familiale, et la revanche la plus satisfaisante que j'ai jamais entendue. Les noms et quelques détails ont été changés pour des raisons évidentes, mais chaque mot est vrai. Donc moi, homme de 34 ans, jusqu'à il y a 4 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Je travaille comme chef de projet en construction pour une entreprise commerciale de taille moyenne, gagnant environ 95 000 $ par an, plus des primes quand on termine les projets en avance et sous budget. Ce n'est pas de l'argent de la tech, mais un revenu de classe moyenne solide dans ma région. Je suis dans la même entreprise depuis 9 ans. J'ai commencé comme superviseur d'équipe, juste après le Community College, et je suis monté les échelons grâce à la détermination et la confiance. Le travail est exigeant, mais je l'adore. Il y a quelque chose de satisfaisant à voir un bâtiment passer de plan sur papier à la réalité, sachant que j'ai géré chaque détail pour que ça se concrétise. Je suis le gars qui arrive à 5 heures du matin, pour coordonner avec les sous-traitants, gérer les clients difficiles qui changent d'avis chaque semaine, et garder les projets de plusieurs millions de dollars sur la bonne voie quand tout part en vrille. En plus, l'argent était suffisant pour nous offrir un mode de vie confortable, à moi et ma femme. Ma femme Ashley, femme de 29 ans, et moi étions ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 2 ans et demi. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue chez un ami, où elle travaillait comme serveuse à temps partiel pour la société de traiteurs engagés. Elle était absolument magnifique, de longs cheveux noirs, un sourire parfait, toujours habillée comme sortie d'un magazine, même si elle bossait pour un salaire minimum. J'étais immédiatement attiré par sa confiance et la façon dont elle se tenait, malgré sa situation. Ashley a grandi dans une famille compliquée. Son père biologique est parti quand elle avait 8 ans, simplement disparu un jour, et n'est jamais revenu. Sa mère Patricia, femme de 49 ans, a eu du mal comme mère célibataire, travaillant plusieurs petits boulots pour survivre. Quand Ashley avait 12 ans, Patricia a épousé Derek, homme de 52 ans, devenu le beau-père d'Ashley. Derek était un bricoleur qui se disait entrepreneur, mais faisait en réalité des petits travaux en ville, réparer des fuites, peindre des pièces, faire de petits travaux électriques ne nécessitant pas de permis. Il était plutôt bon quand il avait du boulot, mais il peinait à garder des clients réguliers, car il n'était pas fiable, arrivait en retard, prenait plus de temps que promis, ou ne finissait pas les travaux correctement. Patricia nettoyait les maisons de familles riches dans la partie nord de la ville, nettoyant les toilettes et faisant la lessive pour des gens qui gagnaient en un mois plus qu'elle en une année. Entre son salaire et les revenus irréguliers de Derek, ils arrivaient à peine à garder un toit au-dessus de leur tête. Quand Ashley et moi avons commencé à sortir ensemble, elle vivait avec 2 colocataires dans un vieil immeuble délabré, et conduisait une vieille Honda Civic qui tombait constamment en panne. Elle cumulait plusieurs petits boulots, le traiteur le week-end, un magasin de vêtements au centre commercial, et parfois du gardiennage de chiens trouvé via des applications. Elle gagnait probablement environ 22 000 $ par an, et vivait au jour le jour. Je me sentais sincèrement désolé pour elle, et je voulais l'aider. J'ai commencé à payer tous nos rendez-vous, je l'ai aidé avec les réparations de sa voiture quand la Honda tombait en panne, et finalement, je l'ai aidé à déménager dans un meilleur appartement, une chambre, près de chez moi. Elle était tellement reconnaissante et adorable à ce sujet, me disant souvent qu'elle n'avait jamais eu quelqu'un qui la traitait aussi bien ou se souciait de son confort. « Tu es la première personne qui me donne un sentiment de sécurité », me disait-elle souvent en se blottissant contre moi, après que j'ai payé le dîner ou acheté un cadeau. Je ne veux plus jamais revenir à une vie où je dois m'inquiéter pour l'argent tout le temps. Avec du recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte. Elle ne voulait jamais me présenter à Patricia et Derek pendant très longtemps, trouvant toujours des excuses, comme quoi leur maison était trop gênante ou pas prête à recevoir des invités. Quand nous avons finalement rendu visite,
Derek faisait des remarques étranges sur la chance d'Ashley d'avoir trouvé quelqu'un avec un emploi stable, et comment je ferais mieux de bien prendre soin de sa petite fille. Ashley mérite ce qu'il y a de mieux, disait-il, pendant que Patricia hochait la tête. Elle a déjà traversé assez d'épreuves dans sa vie, elle a besoin de quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins correctement. La façon dont il regardait Ashley quand il disait ce genre de choses me mettait toujours mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à en déterminer la raison. Il y avait quelque chose de possessif qui ne semblait pas normal pour un beau-père, mais je me disais qu'il était juste protecteur. Ashley a quitté tous ses boulots environ 6 mois après notre mariage. Elle disait vouloir se concentrer sur rendre notre maison parfaite, et peut-être lancer un business en ligne de bijoux faits main, ou de conseils en réseaux sociaux pour petites entreprises. Je gagnais assez pour nous faire vivre confortablement tous les deux, et franchement, c'était agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupait de la maison pendant que je travaillais de longues heures, à gérer les chantiers et à répondre aux exigences des clients. Le business de bijoux n'a jamais vu le jour, et les conseils en réseaux sociaux non plus. Mais Ashley est devenue experte dans l'art de dépenser mon argent, $180 tous les 6 semaines chez le salon chic du centre-ville pour ses cheveux, $120 pour des manucures et pédicures 2 fois par mois, des virées shopping dans les outlets qui finissaient en facture de 8 cents sur la carte de crédit. Des vêtements de créateurs venant de marques dont je n'avais jamais entendu parler, des produits de soins hors de prix qui coûtaient plus cher que ma mensualité de camion, un abonnement dans une salle de sport chic à l'autre bout de la ville qu'elle n'a utilisé peut-être que 5 fois en 6 mois. Je ne me plaignais pas trop au début. Ashley avait grandi sans rien, portant des vêtements d'occasion et n'ayant jamais rien eu de beau. Je voulais qu'elle se sente en sécurité et heureuse, qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter de l'argent comme elle l'avait fait en grandissant. Elle parlait souvent de sa peur de redevenir pauvre, qu'elle ne voulait plus jamais revenir à partager des appartements et manger des nouilles instantanées pour le dîner. « Tu ne comprends pas ce que c'est Connor », disait-elle quand je remettais en question un achat particulièrement coûteux. J'ai vécu au jour le jour pendant des années, sans savoir si j'aurais assez pour le loyer. Je veux juste enfin me sentir stable et en sécurité. Je veux savoir que je peux avoir de belles choses sans constamment m'inquiéter du prix. Alors j'ai continué à faire des heures supplémentaires dès qu'il y en avait, à accepter des projets difficiles qui offraient des primes, à déposer mes salaires sur notre compte commun, et à faire confiance à ma femme pour gérer les dépenses du foyer de façon responsable. Je pensais être un bon mari en pourvoyant aux besoins de la femme que j'aimais. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais manipulé et utilisé. Le premier signe que quelque chose clochait vraiment, ce fut la transformation soudaine de la vie sociale d'Ashley. Pendant la première année et demie de notre mariage, elle sortait rarement de la maison, sauf pour faire du shopping ou aller à ses rendez-vous beauté. Elle disait toujours qu'elle était trop fatiguée pour voir des amis, ou qu'elle n'avait plus vraiment de copine depuis qu'elle avait quitté son ancien quartier. « Je suis casanière », disait-elle, quand je suggérais qu'on sorte avec d'autres couples, ou quand je lui demandais pourquoi elle ne faisait jamais de projet avec des amis. « Je préfère rester à la maison avec toi, c'est pas ce que font les couples mariés ?» Mais il y a environ 10 mois, Ashley a soudainement développé un agenda social très actif, soirée entre filles 3 ou 4 fois par semaine, virée shopping avec des copines de son ancien boulot, café de l'après-midi qui durait 4 ou 5 heures. Quand je lui demandais avec qui elle sortait, elle me donnait des réponses frustrantes et vagues. « Oh, juste des filles de ce cours de yoga que je suivais avant, » disait-elle. « Tu ne les connais pas, mais elles sont super marrantes. » Sauf qu'Ashley ne m'avait jamais parlé de cours de yoga, et je le saurais, car je payais toutes nos factures. J'aurais vu passer des prélèvements pour une salle de sport ou des frais de cours. Et Sarah, de la société de traiteurs ? Je demandais, essayant d'avoir des précisions. Je croyais que vous étiez restés en contact. Si, mais elle est super occupée avec son nouveau boulot. Ce sont d'autres amis. Tu sais comment sont les femmes, on rencontre des gens partout et ça colle direct. Ensuite, il y a eu les appels et messages constants. Le téléphone d'Ashley semblait littéralement greffé à sa main, et elle passait son temps à écrire à quelqu'un. Quand je lui demandais avec qui elle parlait autant, elle disait que c'était sa mère ou une de ses mystérieuses nouvelles copines. Mais elle avait cette expression étrange, nerveuse, quand le téléphone sonnait, regardant l'écran avec ce que je ne peux décrire que comme une excitation coupable, avant de s'éclipser dans une autre pièce pour répondre. Si jamais j'étais à proximité quand elle décrochait, sa voix devenait douce et coquette, d'une manière qui n'était certainement pas celle qu'on utilise pour parler à sa mère ou à une amie. Juste des histoires de filles, expliquait-elle en revenant, souvent toutes troublées. Tu sais comme les amitiés féminines peuvent être compliquées, rien qui t'intéresserait. Non, je ne savais pas, car Ashley n'avait jamais eu d'amis proches avant. Mais je faisais confiance à ma femme et je ne voulais pas être ce mari contrôlant qui remet en question chaque interaction sociale.
La situation financière devenait aussi de plus en plus préoccupante. Les dépenses d'Ashley avaient toujours été élevées, mais elles atteignaient désormais des sommets absurdes, des courses à $600 pour 2 personnes, incluant des steaks et fruits de mer coûteux qu'on ne mangeait même pas, parce qu'Ashley décidait soudainement qu'elle n'avait pas faim. Des dépenses de $400 dans des boutiques inconnues, pour des vêtements que je ne la voyais jamais porter. Des retraits en espèces de 2 à $300 tous les 2 ou 3 jours, sans jamais m'expliquer à quoi servait l'argent. Quand j'ai commencé à interroger plus directement ses dépenses, Ashley devenait sur la défensive, et retournait les choses contre moi, me faisant passer pour le méchant qui se soucie du budget. « Je ne suis pas ton employé Connor », claquait-elle quand je demandais des comptes sur un prélèvement important. « Je n'ai pas à justifier chaque achat devant toi. C'est notre argent, pas juste le tien. Je suis ta femme, pas une ado qui demande de l'argent de poche. » Notre argent ? Ashley n'avait pas contribué un seul dollar à notre revenu depuis plus d'1 an. Chaque centime sur ce compte venait de moi, travaillant 50 à 60 heures par semaine, sous tous les temps, à gérer des entrepreneurs difficiles et des clients exigeants, pendant qu'elle restait à la maison à regarder des émissions de télé-réalité et faire du shopping en ligne. Peut-être que si tu gagnais plus d'argent, je n'aurais pas autant de stress à propos des finances, dit-elle un soir, quand j'ai remis en question une dépense de $500 dans un magasin de cosmétiques haut de gamme. Les autres maris de mon âge gagnent 6 chiffres. Peut-être que tu devrais demander une promotion, ou chercher un meilleur boulot. Je gagnais déjà $95 000 plus des primes. On vivait dans une maison que je possédais entièrement, remboursée par anticipation avec une grosse prime de projet. Ashley conduisait une Honda de 3 ans, que j'avais achetée cash quand son ancienne voiture était morte. De quelles finances parlait-elle ? Mais ce qui aurait vraiment dû m'alerter, c'est le changement radical de l'attitude d'Ashley envers moi. Elle était passée d'une femme reconnaissante et affectueuse à une sorte de caricature d'épouse capricieuse, me traitant comme un distributeur automatique vivant, dont la seule utilité était de financer son train de vie de plus en plus luxueux. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais du travail, faisant des remarques sur à quel point mon métier était ennuyeux, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je me souciais autant des projets de construction. Elle semblait agacée quand j'étais fatigué après de longues journées sur les chantiers, comme si mon épuisement lui posait problème. « Tout ce que tu fais, c'est bosser et te plaindre d'être crevé, » disait-elle, quand je rentrais exténué après 12 heures à gérer des permis, des problèmes avec les sous-traitants. Peut-être que si tu gérais mieux ton temps, tu ne serais pas tout le temps stressé. Ashley a aussi commencé à faire des exigences au lieu de simples demandes. Elle voulait une nouvelle voiture parce que sa Honda était embarrassante, et qu'est-ce que les gens penseraient en me voyant conduire ce truc ? Elle voulait rénover entièrement notre salle de bain principale, parce qu'elle la trouvait dépassée et indigne de l'épouse d'un homme à succès. Elle voulait partir en vacances luxueuses parce qu'elle méritait de voir le monde, après avoir grandi dans la pauvreté. Toutes mes amies postent des photos d'Hawaï et d'Europe, se plaignait-elle en faisant défiler les réseaux sociaux. C'est humiliant, je ne suis jamais allé nulle part de beau. Tu gagnes bien ta vie Connor, on devrait vivre mieux que ça. Je me suis retrouvé à faire encore plus d'heures, à accepter des petits boulots le week-end juste pour suivre ses envies de dépenses. Des appels d'urgence pour des réparations qui payaient le double, des petits projets résidentiels sur mes jours de repos, n'importe quoi pour rapporter plus d'argent et satisfaire l'appétit apparemment sans fin d'Ashley pour les choses chères. Le dernier signal d'alarme que j'ai complètement ignoré, c'était à quel point Ashley devenait secrète sur littéralement tout. Son téléphone était toujours posé face contre table et protégé par mot de passe. Elle prenait de longues douches avec son téléphone, disant qu'elle écoutait des podcasts ou regardait des vidéos YouTube. Elle se mettait à faire la lessive tout le temps, voulant sans cesse laver des vêtements et des draps qui ne semblaient même pas sales. Quand je proposais qu'on passe le week-end ensemble, ou qu'on planifie une activité de couple, Ashley avait toujours d'autres projets, virée shopping avec ses mystérieuses copines, journée spa à $300 qui durait tout l'après-midi, visite à ses parents où je n'étais jamais invité. J'ai besoin de mon espace et de mon indépendance, disait-elle quand je lui demandais pourquoi je ne pouvais pas venir. Juste parce qu'on est marié ne veut pas dire qu'on doit tout faire ensemble, c'est comme ça que les couples finissent par se détester. Indépendance, alors que je payais pour chaque aspect de son style de vie indépendant. Le jour où mon monde entier s'est effondré, c'était un mardi de fin septembre. J'étais censé superviser un coulage de béton sur un nouveau bâtiment de bureau de l'autre côté de la ville, mais le camion à béton est tombé en panne, et on a dû reporter au lendemain. Au lieu de conduire jusqu'au bureau principal pour faire de la paperasse, j'ai décidé de rentrer à la maison et de travailler sur les plannings depuis mon bureau à domicile. Je me suis garé dans l'allée vers 13h15, m'attendant à trouver Ashley en train de faire sa routine habituelle, regarder Netflix ou faire du shopping en ligne. Sa Honda était garée à sa place habituelle,
mais quand je suis entré dans la maison, tout semblait anormalement calme. Puis j'ai entendu des voix venant de l'étage. Au début j'ai pensé, peut-être, qu'Ashley était en appel vidéo avec une copine ou sa mère. Mais en restant en bas des escaliers, à écouter, j'ai compris qu'il y avait bien deux voix distinctes en train de converser, et l'une d'elles était indéniablement masculine. Je suis resté là ce qui m'a semblé une éternité, mais qui ne durait probablement que 10 minutes, à écouter des conversations calmes et des rires discrets venant de notre chambre. Puis les voix se sont tues, et j'ai entendu d'autres sons. Des sons qui m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, me laissant les mains tremblantes. Ma femme était en train de faire l'amour avec un autre homme dans notre chambre, dans le lit que j'avais acheté avec l'argent bonus d'un projet commercial particulièrement difficile, alors que j'étais censé être au travail, en train de gagner de l'argent pour financer son style de vie et faire vivre notre mariage. J'aurais dû monter en trombe et les confronter sur le champ, j'aurais dû défoncer la porte de la chambre et virer ce type de chez moi. Mais j'étais sous le choc complet. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La femme que j'aimais et en qui j'avais confiance me trahissait de la manière la plus intime possible, dans notre propre maison. Au lieu de ça, je suis doucement revenu en arrière, j'ai quitté la maison et je me suis assis dans mon camion, garé dans l'allée. J'ai coupé le moteur, et je suis resté là, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite. Une part de moi voulait appeler la police, mais quel crime était commis? L'adultère n'est pas illégal. Une autre part de moi voulait appeler mon frère ou un ami, mais j'étais trop humilié pour dire à qui que ce soit ce que j'avais découvert. Environ 1h15 plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer. Je me suis baissé sur mon siège et j'ai regardé par le pare-brise quelqu'un sortir de chez moi. D'abord, je ne voyais que son dos. Mais quand il s'est retourné pour monter dans son véhicule, j'ai eu envie de vomir partout sur mon tableau de bord. C'était Derek, le beau-père d'Ashley. L'homme qui l'avait élevée depuis qu'elle avait 12 ans. Le type qui m'appelait fiston lors des réunions de famille, et qui m'avait serré la main à notre mariage. Le bricoleur dégoûtant et peu fiable, qui luttait financièrement depuis des années, pendant que j'envoyais de l'argent à Ashley pour aider ses parents avec leur loyer et leurs factures. L'homme qui était censé être une figure paternelle pour ma femme, la protéger et vouloir ce qu'il y a de mieux pour son avenir. Je suis resté assis dans ce camion pendant encore 2 heures, les yeux vides, essayant de digérer ce que je venais de voir. Ma femme ne me trompait pas juste avec un inconnu rencontré à la salle ou chez des amis. Elle avait une liaison avec son propre beau-père, l'homme qui faisait partie de sa vie depuis qu'elle était enfant, celui qui était censé être comme un père pour elle. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Depuis combien de temps ça durait? Est-ce que ça avait commencé après notre mariage, ou est-ce qu'il se passait quelque chose d'inapproprié entre eux depuis des années? Est-ce pour cela qu'Ashley était toujours réticente à ce que je rende visite à ses parents? Était-ce pour cela que Derek faisait toujours ces remarques étranges et possessives sur le fait de prendre soin d'Ashley? Quand Ashley est descendue vers 16h pour commencer à préparer le dîner, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, ce que je voulais manger, si je voulais regarder un film plus tard, comme si elle n'avait pas passé l'après-midi à avoir des relations sexuelles avec son beau-père dans notre chambre. Tu es rentré tôt, dit-elle en sortant des ingrédients du réfrigérateur. Je croyais que tu avais ce truc avec le béton aujourd'hui. Repoussé à demain, ai-je réussi à dire, la voix étrange à mes propres oreilles. Problème de camion. Oh, c'est embêtant, mais je suis contente que tu sois là, tu m'as manqué aujourd'hui. Elle est venue m'embrasser sur la joue, et j'ai dû lutter contre chaque instinct pour ne pas me reculer avec dégoût. Cette femme qui venait juste d'être avec un autre homme me touchait comme si de rien n'était. Ce soir-là, je me suis allongé à côté d'elle, me sentant physiquement malade chaque fois qu'elle me touchait ou essayait de se blottir contre moi. Elle s'est endormie facilement, probablement épuisée par ses activités de l'après-midi avec Derek. Moi, je n'ai pas dormi du tout. J'ai fixé le plafond, pensant à ce que j'avais découvert et commençant à planifier ce que j'allais faire. Ces gens pensaient que j'étais stupide. Ils pensaient que je n'étais qu'un ouvrier du bâtiment un peu idiot, qui ne découvrirait jamais ce qui se passait juste sous son nez. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Les jours suivants ont été les plus durs de ma vie. J'ai dû agir complètement normalement avec Ashley, tout en sachant ce qu'elle faisait dans mon dos. Chaque fois qu'elle m'embrassait ou essayait d'être affectueuse, j'avais la peau qui se retournait. Mais je savais que j'avais besoin de preuves solides, irréfutables, avant de pouvoir agir. Il me fallait des preuves qui les détruiraient tous les deux complètement et me protégeraient légalement. J'ai commencé à faire beaucoup plus attention aux schémas et aux détails que j'ignorais jusque-là. Le téléphone d'Ashley sonnait à des heures très précises chaque jour,
en général vers 11h et 15h. Et elle sortait toujours de la pièce pour répondre. Elle disparaissait pendant des heures, prétendant faire des courses ou voir des amis, mais elle ne revenait jamais avec des sacs de shopping ni avec des histoires concrètes sur ce qu'elle avait fait ou dit. Derek commençait à apparaître chez nous beaucoup plus souvent qu'avant. Il disait qu'il était dans le quartier pour d'autres clients ou qu'il voulait simplement vérifier comment allait Ashley. Mais je voyais de plus en plus souvent son vieux camion cabosser dans notre allée, en pleine journée, quand je passais pendant ma pause déjeuner ou quand je devais revenir chercher des outils oubliés. Derek est passé aujourd'hui, mentionnait Ashley quand je rentrais du travail. Il bossait sur la clôture des Johnson en bas de la rue, et il voulait dire bonjour. On a pris un café, on a discuté. J'étais passé devant la maison des Johnson tous les jours depuis une semaine, il n'y avait aucun travail de clôture en cours là-bas. La percée dans mon enquête est venue quand je me suis rappelé qu'Ashley laissait toujours son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Elle s'en servait pour les réseaux sociaux, le shopping en ligne, et apparemment pour coordonner sa relation répugnante avec son beau-père. L'ordinateur n'était jamais protégé par mot de passe, parce qu'Ashley disait qu'elle n'avait rien à cacher et qu'elle me faisait totalement confiance. L'ironie de cette déclaration est devenue évidente un jeudi soir, après qu'Ashley soit allée se coucher tôt, prétendant avoir mal à la tête et avoir besoin de repos. J'ai décidé de jeter un œil à son historique de navigation pour voir si je pouvais trouver des indices sur ce qu'elle faisait vraiment lors de ces mystérieuses sorties. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Un dossier caché, enfoui profondément dans ses fichiers, protégé par mot de passe, mais avec un indice ridiculement facile à deviner, le nom de son chat d'enfance. Dans ce dossier, il y avait des centaines de photos et de vidéos d'Ashley et Derek ensemble dans des situations sexuelles, dans notre lit, sur notre canapé, dans notre cuisine, sous notre douche, même dans mon bureau personnel, sur le bureau où je travaillais sur mes plans et budgets de projet. Les horodatage sur ces fichiers montraient que cette liaison répugnante durait depuis plus de 18 mois, ce qui signifiait qu'elle avait commencé juste 6 mois après notre mariage, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre lune de miel et rembourser nos cartes de crédit. Ma nouvelle épouse couchait avec son beau-père dans notre maison. Mais les photos et vidéos n'étaient même pas la pire chose que j'ai découverte. Le pire, c'étaient les messages enregistrés entre eux sur une application de chat crypté que je ne connaissais même pas, des messages qui montraient exactement ce qu'il pensait vraiment de moi et de notre mariage. Derek m'appelait le singe de chantier débile, trop idiot et fatigué par le travail pour voir ce qui se passait juste devant son nez. Ashley me qualifiait de distributeur automatique personnel, et se vantait auprès de Derek de la facilité avec laquelle elle me manipulait pour que je paie tout. Connor a vraiment cru que je voulais lancer une entreprise de bijoux, écrivait-elle dans un message qui m'a fait bouillir le sang. Il m'a donné $3000 pour les frais de démarrage le mois dernier. On devrait repartir en week-end dans ce bed and breakfast que tu as aimé. Il partait en escapade romantique avec mon argent, pendant que je travaillais 60 heures par semaine, pensant soutenir les rêves entrepreneuriaux de ma femme et l'aider à construire un avenir meilleur pour nous. Il y avait aussi des messages où il se moquait de Patricia, la femme de Derek et la mère d'Ashley. Apparemment, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait entre son mari et sa fille, et il trouvait ça absolument hilarant à quel point elle était naïve. Maman pense vraiment que Derek a trouvé plus de boulot de bricoleur dernièrement, écrivait Ashley dans un message particulièrement cruel. Si seulement elle savait quel genre de travail il fait vraiment pendant la journée, lol. Elle était tellement heureuse quand je lui ai donné ses $500 pour les courses la semaine dernière. Pauvre femme stupide. Elle n'a aucune idée que cet argent venait du fonds secret de son mari et de l'amant de sa fille. Ils riaient ensemble du fait qu'il trompait Patricia, une femme travailleuse qui nettoyait des toilettes et frottait des sols pour des gens riches, pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Pendant ce temps, son mari passait ses journées à coucher avec sa fille, en utilisant de l'argent volé au mari de cette fille. J'ai passé le reste de la nuit et la majeure partie du jour suivant à tout copier sur plusieurs clés USB et comptes de stockage en ligne. Photos, vidéos, messages, relevés financiers prouvant qu'Ashley détournait systématiquement mon argent pour financer leur relation. Mes mains tremblaient tout le temps, mais pas de peur ni de tristesse, de pure rage concentrée. Ce n'étaient pas seulement des infidèles, c'étaient des prédateurs, qui détruisaient méthodiquement ma vie en riant dans mon dos. Ils pensaient que j'étais trop idiot et trop confiant pour découvrir un jour leur plan. Ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés sur moi. Durant les 2 semaines suivantes, je suis devenu complètement obsédé par l'idée de documenter chaque aspect de leur trahison. J'ai suivi les visites quotidiennes de Derek chez moi pendant que j'étais au travail, les habitudes de dépenses d'Ashley et la véritable destination de l'argent, ainsi que les détails de leur communication secrète. J'ai même commencé un tableau Excel pour organiser toutes les preuves de manière chronologique. Mon voisin Jim a un système de caméras de sécurité très complet,
qui donne sur notre rue, depuis que sa voiture a été cambriolée il y a quelques années. Quand j'ai mentionné en passant que je pensais que quelqu'un avait peut-être fouillé dans ma boîte aux lettres, il m'a proposé de me montrer les enregistrements des dernières semaines. Ce que j'ai vu a confirmé tout ce que je soupçonnais, le camion de Derek dans mon allée presque tous les jours pendant les heures de travail, arrivant généralement vers 10 heures et repartant entre 14 et 16 heures. Parfois, il restait là pendant 6 heures, pendant que je m'éreintais à gérer des chantiers et des clients difficiles. « C'est ton beau-père, non ?» m'a demandé Jim en regardant les images. « Derek ? Un mec sympa. C'est mignon qu'ils prennent soin d'Ashley dans la journée. La famille qui veille les uns sur les autres, tu vois. S'il savait seulement de quelle manière Derek veillait sur ma femme. » J'ai aussi commencé à creuser plus profondément dans les finances de Derek, en utilisant des infos que j'avais trouvées sur l'ordinateur d'Ashley. Elle envoyait régulièrement de l'argent à ses parents, soi-disant parce qu'ils avaient du mal à payer les factures de base. Mais quand j'ai utilisé le mot de passe de Derek, le même qu'il utilisait partout, parce qu'il est idiot pour accéder à ses comptes bancaires, j'ai découvert qu'il déposait ses chèques dans un compte séparé, que Patricia ne connaissait pas, un compte avec plus de 28 000 $ dessus. De l'argent qui venait à l'origine de moi, destiné à payer le loyer, les factures et les courses. Derek volait sa propre femme, en utilisant mon argent pour entretenir une liaison avec sa belle-fille. Plus je découvrais de choses, plus ma colère grandissait. Ces gens m'avaient utilisé pendant des années, profitant de ma confiance et de ma générosité, en se moquant dans mon dos de quel pigeon j'étais. Ashley faisait semblant d'être une épouse aimante, tout en volant mon argent et en couchant avec son beau-père. Derek jouait les beaux-parents reconnaissants, pendant qu'il m'insultait et trahissait sa propre femme. Mais la colère ne me suffisait plus. Je voulais leur destruction totale. Je voulais leur retirer tout ce qu'ils appréciaient, et les laisser sans rien. Ashley dépendait complètement de moi financièrement. Elle n'avait aucune compétence professionnelle, aucune épargne, aucun moyen de se débrouiller seule sans mon revenu. Derek était un bricoleur instable, avec une réputation de travail bâclé et de délais non respectés. Patricia était la seule à avoir un emploi stable, mais elle était aussi la seule personne complètement innocente dans cette situation dégoûtante. Mes plans se mettaient en place, pièce par pièce. J'allais les exposer de la manière la plus publique et humiliante possible. J'allais m'assurer que tous ceux qu'ils connaissaient découvrent qui ils étaient vraiment. Et j'allais faire en sorte qu'ils perdent tout, leurs relations, leur réputation, leur sécurité financière, leur place dans la communauté. Mais d'abord, je devais me protéger légalement et financièrement. J'ai pris rendez-vous avec la meilleure avocate spécialisée en divorce conflictuel de la ville, une femme nommée Sarah Martinez, experte dans les affaires d'infidélité et de fraude financière. Quand je lui ai montré un échantillon des preuves que j'avais collectées, ses yeux se sont écarquillés au fur et à mesure qu'elle défilait les photos et les messages sur mon ordinateur. « C'est très complet », a-t-elle dit, et absolument esséurant. Avec des preuves pareilles, ta femme n'aura aucun levier dans la procédure de divorce. Pas de pension, aucun droit sur des biens auxquels elle n'a pas contribué, aucun juge compatissant, rien. J'ai aussi rencontré mon conseiller financier pour voir comment protéger mes actifs et mes comptes de retraite contre les tentatives inévitables d'Ashley de récupérer un maximum lors du divorce. On a changé les mots de passe de tous mes comptes, transféré mon argent vers de nouvelles banques qu'Ashley ne connaissait pas, et redirigé mes virements de salaire vers un établissement totalement inconnu d'elle. Pendant ce temps, Ashley devenait chaque jour plus exigeante et arrogante. Elle avait décidé qu'elle voulait rénover entièrement notre cuisine, parce que c'était embarrassant quand des amis venaient, et que ça ne reflétait pas notre réussite en tant que couple. Elle voulait une voiture neuve, parce que sa Honda de 3 ans était trop vieille et peu fiable pour quelqu'un dans ma position. Elle voulait partir un mois entier en Europe, parce qu'elle estimait avoir droit de voir le monde après s'être soi-disant sacrifiée pour notre mariage. Toutes mes amies postent des photos de Paris et de Rome, se plaignait-elle en faisant défiler Instagram. C'est humiliant de n'avoir jamais mis les pieds dans un endroit exotique. Tu gagnes bien ta vie, Connor, on devrait vivre en conséquence, au lieu de thésauriser comme si on était pauvre. Vivre comme des pauvres? On possédait notre maison sans aucun prêt. Ashley dépensait plus en vêtements et soins de beauté en un mois que la plupart des familles en dépenses alimentaires. Elle conduisait une voiture fiable que j'avais achetée content. Que voulait-elle de plus? Mais j'ai joué le jeu à la perfection, agissant comme le mari obéissant dont le seul but était de financer son style de vie. J'ai même commencé à demander des devis pour la rénovation de la cuisine, et à chercher des offres de vacances en Europe. Ashley était tellement excitée à l'idée de dépenser mon argent qu'elle passait des heures chaque jour à parcourir Pinterest et des sites de voyage, planifiant comment elle allait redécorer notre maison, et où elle voulait aller avec Derek, à mes frais.
Tout cela, tout en continuant à coucher avec son beau-père dans notre chambre, et à se moquer de moi dans leurs messages secrets. La dernière pièce de mon plan de vengeance concernait Patricia. Je me sentais sincèrement mal pour elle. Elle cumulait plusieurs boulots de nettoyage pour soutenir une famille qui la trahissait de la manière la plus dégoûtante possible. Elle méritait de connaître la vérité sur son mari et sa belle-fille. Mais je savais aussi que Patricia était la clé pour détruire complètement Derek et Ashley. Patricia venait d'une famille catholique traditionnelle, avec des opinions très tranchées sur le mariage et la morale. Elle avait 4 frères qui vivaient tous dans notre région, et ils étaient extrêmement protecteurs envers leur petite sœur. Ils n'avaient jamais vraiment aimé Derek, parce qu'il était instable et incapable de subvenir aux besoins de Patricia comme ils pensaient qu'elle le méritait. Si les frères de Patricia découvraient ce que Derek faisait avec sa belle-fille, alors Derek aurait des problèmes bien plus graves que la perte de ses petits contrats de bricolage. J'ai choisi le samedi 15 novembre pour la grande révélation. Ashley avait invité ses parents à dîner pour célébrer notre future escapade européenne et la rénovation de la cuisine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais préparé une surprise d'un tout autre genre. Ashley a dépensé $600 pour un dîner élaboré et des décorations, impatiente de montrer à sa mère Patricia et à son beau-père Derek à quel point nous étions réussis, la vie que nous avions construite ensemble. Si seulement elle savait ce qui allait arriver à son avenir. Derek est arrivé avec 25 minutes de retard, transpirant malgré la fraîcheur, les mains tremblantes en nous saluant. Nous avons échangé quelques banalités gênantes pendant 40 minutes, puis je me suis levé et j'ai sorti l'épaisse enveloppe brune que j'avais posée sur la table d'appoint avant le dîner. Je voudrais partager quelque chose d'important avec tout le monde, ai-je annoncé en tirant la première photo. Ashley et Derek, dans une étreinte intime sur notre canapé du salon. Le sourire de Patricia s'est effacé. Ashley a suffoqué et renversé son verre d'eau. Derek avait l'air prêt à vomir. Cette photo a été prise il y a 8 semaines, un mardi après-midi pendant que j'étais au travail, ai-je dit calmement. Puis j'ai posé d'autres photos sur la table, une par une, Ashley et Derek dans notre chambre, notre cuisine, mon bureau à domicile. Chaque image était plus accablante que la précédente. Ensuite, sont venus les relevés bancaires montrant le compte secret de Derek, rempli d'argent volé à mon insu, des captures d'écran de leurs messages me traitant de tous les noms, se moquant de la facilité avec laquelle ils me volaient, une chronologie prouvant que leur liaison durait depuis 18 mois. Patricia regardait les preuves, incrédule, son visage passant de la confusion à la compréhension, puis à la rage pure. « Vous êtes des monstres dégoûtants », murmura-t-elle. Ashley joua immédiatement la victime, éclatant en sanglots hystériques sur le fait que j'étais émotionnellement abusif et négligent, l'ayant poussé à chercher du réconfort auprès de Derek. L'audace était incroyable, justifier une liaison avec son beau-père en me blâmant de travailler de longues heures pour financer son train de vie. Derek prétendit que les photos étaient fausses, bégayant que j'étais jaloux de leur relation père-fille. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et lancé les enregistrements vidéo d'eux ensemble, pas les contenus explicites, mais des extraits où ils riaient de ma stupidité et planifiaient comment dépenser mon argent. Le numéro de victime d'Ashley s'est effondré quand sa propre voix a rempli la pièce, me traitant de singe de chantier débile, se vantant de me manipuler. Les dénégations de Derek sont mortes sur ses lèvres quand tout le monde l'a entendu m'appeler un pigeon crédule, en ajoutant « Mon Dieu, les ouvriers du bâtiment sont vraiment cons ». La rage de Patricia s'est transformée en quelque chose de plus froid et de plus dangereux. Elle a attrapé un lourd cendrier en verre et l'a lancé vers Derek, le manquant de quelques centimètres. 24 ans, hurla-t-elle, 24 ans que je me casse le dos à nettoyer des chiottes pendant que tu baisais ma fille dans mon dos. Quand Ashley s'est approché les bras tendus, Patricia lui a donné une gifle si violente que le son résonna dans toute la maison. Ne m'appelle plus jamais maman, espèce de garce tordue qui a détruit notre famille pour de l'argent. Avant de partir, Patricia donna le coup de grâce. Je vais directement chez mon frère pour tout leur raconter. Marcus va être particulièrement intéressé, dit Patricia. Derek devint complètement livide. Marcus, le frère de Patricia, avait purgé une lourde peine de prison pour agression aggravée, et ses 3 autres frères n'étaient pas plus tendres quand il s'agissait de protéger leur sœur. Mais j'avais passé 2 semaines à préparer ce moment. J'avais déjà envoyé toutes les preuves à ceux qui devaient les voir, les 2 familles élargies, les anciens collègues et camarades de classe d'Ashley, le réseau professionnel de Derek, et même des groupes Facebook locaux de notre communauté. J'avais contacté un journaliste d'investigation du journal local, et posté des récits détaillés avec preuves à l'appui en ligne. Le dimanche matin, tout le monde en ville savait exactement ce qu'ils avaient fait. Le téléphone de Derek n'arrêtait pas de sonner, des clients annulaient leurs projets. Les réseaux sociaux d'Ashley étaient inondés de commentaires dégoûtés.
La chaîne locale a diffusé l'histoire au journal télévisé du soir, aucun nom n'était mentionné, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. La vraie destruction est venue des conséquences financières et juridiques. Patricia a porté plainte pour fraude et vol d'identité. Le compte secret de Derek a été gelé, en attendant l'enquête. J'avais discrètement déplacé tout notre argent comme un vers des comptes sécurisés à mon seul nom. Les frères de Patricia ont clairement fait comprendre que Derek n'était plus le bienvenu, ou qu'ils puissent le croiser. En 10 jours, ils étaient tous les deux complètement sans abri. Patricia a légalement expulsé Derek, avec l'aide de ses frères. Ashley ne pouvait pas se permettre un appartement, sans emploi, sans épargne, sans compétences utiles. Derek ne trouvait plus de travail, parce que tous les clients potentiels savaient ce qu'il avait fait. Ils ont fini par vivre dans le vieux camion de travail de Derek, se lavant dans des stations essence, mangeant des menus à $1. 2 personnes qui avaient passé plus d'1 an à rire de ma supposée stupidité, réduites à dormir dans un véhicule et mendier de quoi mettre de l'essence. Après 2 mois de vie à la rue, Ashley a commencé à appeler depuis différents numéros, non pas pour hurler, mais pour supplier, et c'était une douce musique à mes oreilles. « Connor, s'il te plaît », sanglotait-elle. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je ferai tout ce que tu veux. Je signerai n'importe quel accord, j'irai en thérapie, je ferai le travail que tu veux, juste, aide-moi. » Derek a aussi pris le téléphone, pleurant comme un enfant pathétique. « Fiston, j'ai tout gâché comme personne avant moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne peux pas regarder Ashley vivre dans la rue. On peut trouver un arrangement ?» Le désespoir dans leur voix était absolument magnifique. Ces gens, qui me traitaient comme un distributeur automatique sur pattes, me suppliaient désormais comme des chiens affamés. « Je vais y réfléchir et te recontacter », ai-je dit calmement, puis j'ai raccroché et immédiatement bloqué leur numéro. Ils ont essayé d'appeler depuis d'autres téléphones, se sont pointés à mon travail, ont fait passer des messages par des connaissances communes. À chaque fois, le même discours, désespéré, sans abri, affamé, prêt à tout. J'ai ignoré chaque tentative. Patricia a divorcé de Derek et a emménagé chez son frère Marcus, le temps de se reconstruire. Elle a trouvé un meilleur emploi comme gestionnaire dans un cabinet médical, a commencé une thérapie et a repris son nom de jeune fille. Je lui ai envoyé $2000 en liquide, avec une note disant que j'étais désolé qu'elle ait été prise dans un gâchis qu'elle ne méritait pas. Elle m'a renvoyé un bref message de remerciement, en espérant que je trouve le bonheur avec quelqu'un qui me mérite vraiment. Derek et Ashley, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, étaient toujours sans abri, vivant encore dans son camion, toujours ensemble, car absolument personne d'autre ne voulait avoir affaire à eux. Ils avaient brûlé tous les ponts, détruit toutes leurs relations. Parfois, en conduisant en ville, je garde un œil ouvert pour repérer le camion de Derek, garé là où se rassemblent les sans-abri. Je ne les ai pas encore vus, mais je continue à chercher. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir que, quelque part dehors, ces gens qui se croyaient tellement plus malins que moi dorment dans un véhicule et mendient de la petite monnaie. Le meilleur dans tout ça? J'ai gardé ma maison, mon excellent travail, tout mon argent, et j'ai éliminé les 2 plus gros parasites qui s'étaient accrochés à ma vie. Je dors comme un bébé chaque nuit, sachant que la justice a été rendue exactement comme il se doit. 3 mois après le divorce, j'ai commencé à sortir avec Jennifer, une infirmière aux urgences. Elle a sa propre carrière, son appartement, sa voiture, son compte épargne. On partage l'addition au restaurant, et elle ne m'a jamais demandé de payer quoi que ce soit de cher ou d'inutile. C'est incroyable à quel point une relation peut être saine quand elle est construite sur le respect mutuel, au lieu de l'exploitation financière. À quiconque soupçonne que son partenaire en profite, faites confiance à votre instinct. Documentez tout avec soin. Protégez-vous légalement et financièrement avant d'agir. Souvenez-vous, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se fâcher ou de se venger. C'est de laisser les gens se détruire eux-mêmes avec leurs propres choix, pendant que vous construisez une vie meilleure sans eux. Derek et Ashley pensaient jouer un jeu sur le long terme, me manipuler pendant des années, mais ils ont oublié une chose cruciale, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui se présente au travail chaque jour, fait attention aux détails et à la patience de planifier correctement. Les compétences qui me rendent bon dans la gestion de projets de construction complexes, l'organisation, la documentation, la pensée stratégique et l'exécution m'ont aussi rendu très efficace pour orchestrer leur destruction totale. Le karma est une belle chose, mais parfois, il faut être le chef de projet du karma.